Bonsoir à tous. Nous allons ce soir engager une petite interaction sur l'argumentation et ses effets sur nos comportements et nos décisions. Alors, dans un premier temps, j'ai besoin de faire une distinction clé entre ce que l'on appelle les arguments fallacieux qui renvoient à des raisonnements logiques qui sont dénaturés, de ce qu'on appelle les biais cognitifs de manière plus générale, c'est-à-dire cette façon erronée qu'a notre système de pensée de traiter l'information. Donc, un syllogisme, c'est quelque chose, c'est un raisonnement déductif qui est vrai, puisqu'il se base sur des rapports d'inclusion et d'exclusion et respecte les règles de la logique. Je vous donne un exemple, sans doute que vous connaissez. Ici, nous avons un prémisse qui est que tous les hommes sont mortels. C'est une phrase qui est vraie et acceptée comme telle au départ. Socrate, le philosophe, est un homme. Donc, par inclusion et donc par l'application d'une règle de logique, Socrate, le philosophe, est mortel. Ce type de raisonnement est vrai. Il est juste. Et du coup, on peut être sûr que la conclusion l'est aussi. Ce type de raisonnement est dénaturé de deux façons, par la création de paralogismes ou de sophismes. Alors, qu'est-ce que c'est un paralogisme ? Eh bien, ça se présente sous la même forme qu'un syllogisme, sauf que ce raisonnement logique-là, il est faux, mais il est faux de manière involontaire, parce qu'il y a une mauvaise utilisation d'une règle de logique. Exemple, tous les chats sont mortels. Socrate, le philosophe, est mortel, donc Socrate est un chat. Non, puisque ici, la règle de logique d'inclusion que tous les chats sont mortels ne dit rien sur le fait que Socrate est un homme ou un chat. Donc, la conclusion, elle peut être vraie, néanmoins, le raisonnement qui l'y conduit ne nous permet pas de nous assurer que la conclusion est vraie. Deuxième raisonnement erroné qui vient du syllogisme, c'est le sophisme. Alors, il existe beaucoup de définitions. De manière consensuelle, on s'entend sur le fait qu'un sophisme, c'est un raisonnement logique qui se veut volontairement faux, c'est-à-dire que l'interlocuteur a l'intention d'induire en erreur l'autre personne. Alors, pourquoi ? Parce qu'au départ, la proposition, elle est trop vague, par exemple, ou parce que les prémices sont prétendues vraies alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Donc je vous donne un exemple. Ici, tous les hommes sont machos. C'est relativement vague. Qu'est-ce que veut dire macho ? Socrate, qui est donc toujours ce philosophe, est un homme. On en conclut donc qu'il est macho. Bah non, pas forcément. Donc ici, si on ne maîtrise pas les règles de la logique, il est difficile de repérer ce biais d'argumentation. Les syllogismes et les raisonnements erronés ont donc été classés notamment par le Cortex et dans le livre de Normand Baillargeon que je vous recommande chaudement à ce sujet, on a 3 classes d'argumentation. Donc ces erreurs de raisonnement sont liées donc soit à des erreurs de logique, soit ils attaquent la qualité de l'argument ou la qualité de celui qui émet l'argument, ou enfin qui travestissent la réalité d'une manière ou d'une autre. Alors il en existe de nombreux et ils donnent chacun en fait un effet sur notre système de pensée qui joue l'interface entre une situation ou la lecture d'un texte argumenté, par exemple, et notre décision ou notre comportement face à cette situation. Alors, notre cerveau est une machine qui est relativement efficace dans la vie de tous les jours. Il y a pas mal d'études qui ont cherché à quantifier cette efficacité et on estime qu'aux alentours de 75 à 80% des situations sont bien gérées par notre système de pensée. Mais que parfois, il y a des bugs dans le raisonnement et que ces bugs, on les appelle donc des biais. Et ils sont de différentes natures. On les appelle biais cognitifs de façon résumée, mais c'est être très large en fait. Un biais, c'est une erreur systématique
qui va être commise et qui a son origine dans les mécanismes psychologiques sous-jacents à notre système de pensée. Donc, c'est parce qu'on pense comme on pense, et que c'est efficace la plupart du temps, que dans certaines situations, ça conduit à des erreurs, et donc à tomber dans des pièges. Alors ces biais, il en existe là aussi, c'est comme les arguments fallacieux, de nombreux biais. Donc en psychologie, on parle de biais perceptifs et de biais attentionnels qui sont souvent les premiers qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on prend en considération ou qu'on prend connaissance de la situation ou d'un texte. C'est la manière dont je perçois les choses et dont j'y prête attention qui va déterminer la décision ou le comportement. Ensuite, viennent tout un ensemble de processus de pensée qui ont pour objectif de manipuler l'information, de la traiter. C'est ce qu'on appelle les fameux biais cognitifs, auxquels sont associés un très grand nombre de biais émotionnels. C'est là que notre système limbique, nos émotions, peuvent venir colorer notre façon de traiter l'information. Et enfin, avant que notre décision ou que notre comportement soit émis, il y a un certain nombre de processus qui sont liés à des considérations normatives ou sociales. Donc c'est le fait qu'on vive dans une société, qu'on vive ou qu'on s'exprime dans un contexte particulier qui donne lieu, dans certains cas, à ce qu'on appelle les biais socio-normatifs. Donc je ne vais pas avoir malheureusement le temps de tous les aborder. On en compte à peu près 200 en tout, donc il va falloir faire du tri. Et pour cela, je me suis focalisée sur une situation particulière qui est celle de l'argumentation, où on est dans un temps 1, où la personne à qui on s'adresse a une attitude, une opinion sur un sujet, qui, bien sûr, prédétermine ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va décider de faire. Et lorsqu'on met en œuvre une argumentation fallacieuse, on s'attend du coup à persuader l'autre de changer d'attitude et donc de pouvoir prédire qu'il y aura également un changement de comportement ou de décision dans le sens que l'on veut, bien sûr. Alors, il se trouve que la manipulation persuasive, elle est à visée volontaire, mais que par cette flèche rouge, il y a également l'expression de ces fameux biais cognitifs, c'est-à-dire lorsque l'information rentre dans notre système de pensée, de tous ces processus par lesquels elle passe et qui peuvent donner lieu à tomber dans des pièges. On en parle donc beaucoup de ces biais. On accuse beaucoup l'argumentation fallacieuse de conduire les gens à émettre des comportements qui ne sont pas ceux qu'ils émettent spontanément. Mais est-ce que la littérature scientifique a, de manière rigoureuse, testé chacun de ces effets? Et si oui, comment? Donc la première chose que je vais vous dire, c'est que non, malheureusement, et c'est intéressant de le savoir, il n'y a pas d'études systématiques sur tous ces biais ni tous ces arguments fallacieux pour quantifier l'impact que ça peut avoir dans différentes situations sur nos comportements de consommation, nos comportements de santé ou nos opinions politiques, etc. Donc, pour ce soir, il a fallu que je fasse référence à des littératures qui font référence de manière indirecte à ces arguments fallacieux pour expliquer les changements de comportement des gens. Donc le premier que j'ai choisi, et qui fera l'objet du concours de mauvaise foi tout à l'heure, c'est le fameux argument d'autorité. Donc, tout le monde connaît le principe. Ici, l'argumentation implique que quelqu'un énonce un propos P, et qu'on l'accepte comme vrai parce que ce quelqu'un repose sur le prémisse que c'est une autorité au sujet de P. C'est-à-dire que souvent, cette personne a une expertise ou une bonne maîtrise, une bonne connaissance du sujet qui lui permet du coup de nous assurer que le propos est vrai. Alors sur le principe, évidemment, c'est plutôt une bonne chose. Quand je vais voir mon médecin, par exemple, il est expert pour savoir ce que j'ai comme maladie. Donc, dans la plupart des cas, c'est cet argument d'autorité, je peux m'y fier. Or,
dans certaines situations, eh bien, cela peut nous conduire à faire des erreurs. Donc, dans le cadre des études sur la persuasion en psychologie sociale, on demande en fait aux individus de lire un texte argumenté de manière soit avec une qualité des arguments qui repose sur des statistiques, des données probantes, etc. Soit le même texte, mais cette fois-ci illustré par des arguments faibles du type opinion ou expérience personnelle. Donc l'objectif pour les chercheurs, c'est de voir si la qualité des arguments, bien sûr, modifie l'opinion des participants sur le sujet en question, et de manipuler d'autres variables, comme par exemple l'expertise de la source de ce texte. Donc, dans cette expérience de Petit et Cacioppo, les étudiants lisaient un article concernant la potentialité de mettre en place un examen global à l'entrée des études à l'université. Et bien sûr, la plupart des étudiants sont contre cet examen de sélection. Et le texte est soit, on dit au sujet que ce texte est soit issu d'une classe de lycée local, donc plutôt par des profanes, produit par des profanes, ou bien produit par un professeur de l'université de Princeton qui fait autorité dans ce domaine de l'éducation. Ici, vous voyez les résultats. Donc, les participants ont toujours tendance à modifier leur attitude dans le sens d'accepter ce changement d'entrée à l'université. Lorsque la source est experte, c'est-à-dire lorsque c'est le professeur de Princeton qui a produit le message, et beaucoup moins, la ligne verte ici en dessous, lorsque ce sont des profanes. Et ce résultat, vous voyez qu'il n'est vrai, en fait, la différence, elle n'est pas significative ici, c'est-à-dire que lorsque je suis moi-même impliquée par cette décision, eh bien, l'expertise de la source ne va pas jouer, ce sont uniquement la qualité des arguments qui va jouer. Par contre, lorsque mon implication pour le sujet est faible, ici, dans cette expérience, c'était les parents des étudiants qui étaient interrogés, eh bien, on voit qu'on s'en remet à l'expertise de la source. Donc, autrement dit, lorsque ça nous concerne, on va être plus pointilleux sur la qualité des arguments. Par contre, lorsqu'on est plus détaché du sujet, on va s'en remettre à ce qu'on appelle des indices heuristiques, ici, l'expertise de la source. Donc, l'argument d'autorité dans ce type de situation peut modifier nos attitudes et nos opinions. Alors, autre exemple de cette situation de persuasion, c'est le même protocole expérimental, mais cette fois-ci, on a induit les participants en amont dans des émotions particulières. Donc, les émotions qui induisent un sentiment de certitude ou de confiance, ce sont par exemple des émotions comme le contentement ou la colère, par exemple, tandis que des émotions incertaines, sont comme l'inquiétude, par exemple, ou la surprise, ce sont des émotions qui vont plutôt générer de l'incertitude et donc à être moins confiant dans ce qui est en train de se passer. Et sous l'influence de ces émotions, eh bien, devient peu sensible à l'argument d'autorité, tandis que l'expertise de la source va être l'indice sur lequel on va prendre nos décisions lorsque, au contraire, on est plutôt certain et confiant dans la situation. Donc, ces résultats illustrent bien que pour nous faire modifier nos attitudes et nos opinions, eh bien, qu'il y a un certain nombre de variables qui rentrent en compte et que l'argument d'autorité peut en être un, mais parmi d'autres. Alors, l'argument d'autorité dans les médias aujourd'hui et qui a un impact sur notre vie quotidienne, c'est par exemple l'effet neurosciences. Les neurosciences bénéficient dans notre société plutôt d'une aura positive. Et d'après Baillargeon, donc c'est une tendance qu'on a tous à accorder plus de crédibilité à une idée, même si elle est fausse, quand elle se réclame des neurosciences, c'est-à-dire lorsqu'elle a recours à son langage ou qu'elle utilise ses images.
Alors comment ça a été montré expérimentalement, l'effet neurosciences, par cette expérience de Lindell et Kidd, qui est toute simple en fait. On a présenté à la moitié des participants le prospectus de gauche avec le titre Right Start Training, donc un programme d'entraînement cérébral avec une description en rouge de ce programme. Pour la deuxième partie, pour un deuxième groupe, on a présenté, vous voyez, le même prospectus auquel on a apporté 2 modifications. La première, c'est qu'on a remplacé le mot start par le mot brain, cerveau en anglais, et on a rajouté une image de cerveau sur ce prospectus. Eh bien, les résultats sont assez surprenants, mais l'efficacité de ce programme estimé par les participants de cette étude était plus importante lorsqu'ils étaient soumis au prospectus de droite que lorsqu'ils étaient soumis au prospectus de gauche. Donc la conclusion, c'est que le mérite scientifique du programme était plus important, était perçu comme plus important lorsqu'il y a un cerveau de dessiner ou qu'on utilise le mot cerveau que lorsqu'on ne l'utilise pas. Et ceci indépendamment de la qualité réelle du programme. Donc cet effet neurosciences se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle le neuromarketing, du coup. Donc, il y a tout un tas de produits qui nous sont vendus en référence à des aspects neuro sous-jacents, neuropsychologiques ou même neuronaux. Et dans les magazines, vous avez pléthore de programmes ou de solutions, voire de médecine, qui sont là pour nous guérir, booster nos performances, ou voire carrément changer nos vies. Donc attention à l'effet neurosciences. Voilà pour l'argument d'autorité. Deuxième exemple, alors là je vais avoir besoin de vous. J'aimerais que vous réfléchissiez 2 secondes entre ces 2 alternatives. Que préféreriez-vous? Avoir une jambe en mousse ou passer le restant de votre vie avec un canard qui vous suit partout? Alors, cette situation est en fait un faux dilemme. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres possibilités, notamment ni l'un ni l'autre. Sauf que je ne voulais pas proposer. Et donc, en faisant cela, je vous ai mis dans une situation restrictive parmi toutes les possibilités qui étaient les vôtres. Donc, un exemple célèbre qu'on retrouve dans les médias, c'est la fameuse réaction de George W. Bush le lendemain des attentats du 11 septembre, qui nous a très clairement dit « soit vous êtes avec nous, les Américains, soit vous êtes contre nous, c'est-à-dire avec les terroristes ». Donc, c'est une façon très réductrice de proposer et de présenter la situation, et c'est ce qu'on appelle en psychologie un cadre mental. Alors ce cadre mental, la plupart du temps, c'est quelque chose qui nous permet de guider le traitement de l'information en simplifiant la situation, en réduisant l'espace problème à un ensemble réduit d'informations qu'on juge pertinentes et importantes. Donc ça permet de prendre des décisions rapidement et souvent efficaces. Mais dans certains cas, et ici, lorsque on nous réduit soit arbitrairement, soit pour nous orienter vers une des 2 réponses, puisque l'autre nous paraît inacceptable, eh bien cela peut nous contraindre dans notre décision et donc bien sûr modifier celle qu'on aurait donnée spontanément. Alors cet effet du cadre mental, c'est ce qu'on appelle un filtre cognitif et qui du coup constitue un biais qui s'appelle l'effet de cadre. Alors cet effet de cadre a été mis en évidence expérimentalement par Tversky et Kalman, et voici l'énoncé de leur expérience. Donc je vais vous solliciter encore une fois. Imaginez la situation suivante. Nous sommes aux États-Unis, il y a une épidémie asiatique qui arrive sur le territoire et si l'on ne fait rien, les pronostics sont que 600 personnes vont mourir.
Donc, 2 programmes de prévention sont envisagés. Le premier programme, s'il est adopté, les pronostics sont que 200 personnes seront sauvées. Le programme B, en revanche, s'il est adopté, eh bien, il y a une chance sur 3 pour que 600 personnes soient sauvées et 2 chances sur 3 pour que personne ne soit sauvé. Quelle décision prenez-vous? Alors, qui choisit le programme A? Levez la main. OK. Qui choisit le programme B? OK, beaucoup moins, visiblement. Donc, il y a une préférence majoritaire pour le programme A. Ça, c'est pour le premier groupe. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont clairvoyants, ça me rassure. Donc ça, c'est pour le premier groupe de l'expérience de Tversky et Kahneman. Pour le deuxième groupe, eh bien, on présentait plutôt cet énoncé-là. Donc toujours pareil, les données du problème sont les mêmes. 600 personnes mourront par l'épidémie. Et si le programme A est adopté, 400 personnes mourront. Et si le programme B est adopté, par contre, il y a une chance sur 3 pour que personne ne meure et 2 chances sur 3 pour que 600 personnes meurent. Quelle décision prenez-vous? Donc, qui choisit le programme A? Il y a peu de doigts qui se lèvent. Qui choisit le programme B? Peu aussi. Alors, dans cette situation, j'ai envie de vous dire, alors du coup, tous ceux qui n'ont pas répondu, que faites-vous? Pas d'avis? Les deux. Les deux sont en fait équivalents, à la fois dans l'énoncé vert et à la fois dans l'énoncé rouge. Alors, en réalité, dans cette expérience, les pronostics sont présentés soit en insistant sur les gains, c'était le premier énoncé, soit en insistant sur les pertes. Et ça constitue l'effet de cadre, c'est-à-dire qu'on va insister auprès des gens soit sur ce qu'ils vont perdre, soit au contraire sur les gains attendus. Et dans cette situation, c'est vraiment illogique d'observer une inversion des choix des personnes. Donc si on décompose le graphique qui est ici, donc lorsque l'amorce gain est présentée, c'est la proposition A qui remporte le plus d'adhésion, et sur l'amorce perte, c'est le programme B. Donc on a un changement total de préférence alors que les programmes sont strictement les mêmes. La seule différence, c'est que les programmes A sont proposés en termes de pronostics sûrs, 200 personnes sauvées ou 400 meurent, et celle du dessous, les programmes B, en termes probabilistes. Donc, il y a une certaine incertitude, et notamment une prise de risque implicite qui est évoquée par cette présentation probabiliste des conséquences. Donc, ici, la façon de présenter le problème va affecter les décisions des gens en inversant totalement la préférence. Donc ici, faire un choix en matière de vie perdue, c'est faire un choix contraire lorsqu'on nous présente les choses en termes de vie sauvée. Pourtant, c'est les mêmes données du problème. Donc cette différence, elle est uniquement dans la manière dont on va présenter les choses. Et il y a plein d'expériences de la vie quotidienne qui sont faites et qui montrent l'impact sur nos décisions. Donc, dans cette expérience de Gachter, on présentait aux étudiants d'économie donc de s'inscrire à une conférence dans leur domaine. Et soit ils pouvaient s'inscrire avant, soit ils s'inscrivaient le jour J de la conférence.
Et l'intention des auteurs, c'était d'augmenter le nombre d'inscriptions en amont de la conférence. Et on leur proposait les choses de deux façons. Soit, si vous vous inscrivez en amont, vous aurez du coup un discount fee, une réduction du montant de votre enregistrement à cette conférence, ou bien on accentuait sur les pertes, c'est-à-dire qu'on leur disait, si vous ne vous inscrivez pas en avance, le jour J, vous devrez vous acquitter d'une pénalité financière supplémentaire. Et bien ici, on observe que, comme pour l'expérience de Tversky et Kahneman, en amorce gain, on a beaucoup moins de participants qui s'inscrivent en amont, puisque un gain est moins important qu'une perte pour nous. Et donc, c'est dans l'amorce, c'est dans le cas où on annonce une pénalité qu'on a plus d'inscriptions qui sont effectuées. Donc ça, c'est uniquement vrai pour les étudiants d'économie. Lorsque on fait la même expérience sur des participants qui sont un peu plus âgés, qui ont donc un peu plus d'expérience, les seniors, c'est-à-dire les profs, eh bien, ce résultat disparaît, c'est-à-dire que l'effet de cadre n'a plus d'impact sur la décision. Donc là encore, on voit que dans certaines situations, notre système de pensée peut être induit artificiellement vers un choix plutôt qu'un autre, simplement parce qu'on a modifié la présentation du problème. Donc lorsque je vais acheter une voiture, eh bien, c'est un peu le même principe qui s'opère, c'est-à-dire que au lieu aujourd'hui d'avoir un prix de voiture affiché de manière globale, eh bien, on vous affiche le montant mensuel de sa location ou de son leasing. C'est un effet de cadre puisqu'on ne parle pas de la grosse somme, on ne parle que de la petite que vous aurez à dépenser chaque mois. Dans l'actualité média santé, par exemple, voici un titre qui offre un effet de cadre. Un médecin généraliste sur 10 a des réticences. On est donc sur plutôt une amorce perte, c'est-à-dire négative en tout cas. Et si on lit la première ligne de cet article, eh bien, on est à l'inverse, hein, puisque si un médecin généraliste sur 10 a des réticences, eh bien, ils sont quand même 90% à être convaincus des bienfaits de la vaccination. Donc vous voyez que la même information présentée de manière différente, ben, pour nous, elle n'a pas le même impact sur ensuite notre décision de vacciner ou non nos enfants ou soi-même. J'en ai fini avec cet effet de cadre et donc de ces faux dilemmes utilisés dans l'argumentation. J'ouvre une nouvelle page, cette fois-ci, sur ces exemples de médecine alternative, comme par exemple l'homéopathie, qui revendique l'utilisation de remèdes dits naturels. Alors avec le certificat 100% naturel, sous-entendu, ce qui est naturel est bon pour nous et ce qui ne l'est pas le serait moins en tout cas. Mais ici, qu'est-ce qui est naturel? C'est quoi la définition de naturel? Et puis, est-ce que parce que c'est chimique, ça l'est pas? Et puis surtout, est-ce que des choses chimiques ne sont pas naturelles, comme par exemple le cyanure? Bref. Vous voyez que la confusion ici amène des caractéristiques positives associées ici à la nature à les reporter du coup sur un objet qui se réclame de cette valeur. On trouve d'autres exemples, cette fois-ci dans les cosmétiques. Bon, j'ai viré la marque pour ne pas porter préjudice à ces personnes qui en vivent. Mais ici, des cosmétiques 100% d'origine naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire d'origine naturelle? Autre exemple de ces présupposés positifs qui nous amènent du coup à reporter des valeurs qui nous tiennent à cœur et qui sont positives dans nos comportements d'achat, etc. Vous avez le fameux appel à la tradition. Donc, parce que c'est fait depuis 200 ans comme ça, c'est bon. Mais vous avez aussi l'argument totalement inverse.
parce que c'est nouveau, donc l'appel à la nouveauté, hein, c'est bon pour nous. Donc tout ça, ce sont des arguments de vente, des choses qu'on utilise pour convaincre et qui se réclament tous d'un effet psychologique qui s'appelle l'effet de halo. Alors à l'origine, l'effet de halo, c'est Thurston, donc en 1920, donc ça date pas d'aujourd'hui, qui a mis en évidence que lorsqu'on est amené à se forger une impression sur quelqu'un, eh bien la première impression va prédéterminer la suite de nos jugements concernant cette personne. Donc si par exemple cette personne a un attrait physique, une attractivité physique importante, que c'est une jolie femme ou un bel homme, eh bien, on aura tendance à lui attribuer d'autres traits positifs, comme par exemple plus d'intelligence, mais aussi une meilleure santé, et plus d'influence sociale, etc., etc. Donc il existe un certain nombre d'expériences qui mettent en évidence cet effet de halo et qui expliquent en fait les effets d'appel à la nature, d'appel à l'exotisme, d'appel à la tradition, sans que, de manière systématique, là encore, ces effets argumentaires aient été testés. Donc bien évidemment, ici, c'est des présupposés positifs qui influencent nos décisions, mais bien évidemment, les présupposés négatifs, que sont les préjugés, les stéréotypes, dans la formation d'impression sur les personnes, notamment celles qui n'appartiennent pas à notre groupe, les étrangers par exemple, ou les membres de l'équipe adverse au basket, etc., etc., nous font rentrer dans ce qu'on n'appelle plus l'effet de halo, hein, mais la discrimination ou l'influence des préjugés et des stéréotypes. Je m'arrêterai là parce que du coup, ça mériterait une conférence à part entière, mais ça existe aussi. Petit aparté, on a souvent tendance à mettre l'appel à la popularité dans le même panier que l'appel à la nature, à l'exotisme, etc. Cependant, c'est un processus qui ne repose pas sur... c'est une argumentation qui ne repose pas sur le même processus psychologique, puisque ici, ce qu'on met en évidence, c'est qu'une majorité qui a une légitimité, puisqu'ils sont plus nombreux que nous seuls, ont choisi ce produit, donc probablement que parce qu'ils sont la majorité, ils ont raison, et donc il y a plus tendance à acquiescer dans le même sens, et donc à produire ici un comportement d'achat dans le sens de la majorité. C'est ce qu'on appelle le conformisme. Je ne vais pas développer les travaux de H si vous ne les connaissez pas. Je vous les recommande chaudement. Dernier argument fallacieux qu'il me semblait important d'aborder ce soir, c'est ces confusions que l'on fait souvent entre des corrélations et des causalités. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ici, vous avez un site, Spurious Correlation, qui s'amuse en fait à mettre en lien des variables qui n'ont des événements qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Donc ici, par exemple, c'est la quantité de consommation de mozzarella, le fromage, qui est mis en lien avec le nombre de doctorats en ingénierie civile. Donc on voit que les deux augmentent au fil des années, entre 2000 et 2009. Du coup, peut-on conclure que manger beaucoup de mozzarella augmente nos chances d'obtenir un doctorat en ingénierie civile ? Alors dans ce type de situation, il est facile de déceler l'arnaque, mais en revanche, dans certaines autres situations, c'est beaucoup plus délicat. Alors par exemple, dans le domaine de la psychologie sociale, toujours... dans le cadre de la formation d'impression sur une personne qu'on ne connaît pas, par exemple, j'ai envie de vous demander, est-ce que, selon vous, les caractéristiques d'une personne nous permettent de prédire ses traits de personnalité, par exemple, ou son comportement dans telle ou telle situation, notamment au travail ?
cette personne, par exemple? Est-ce que c'est une personne à qui on peut faire confiance? Est-ce que c'est un bon père de famille? Autre question dans le même ordre d'idées, est-ce que les caractéristiques anatomiques des dessins qu'émet une personne nous permettent, nous profanes, mais experts comme par exemple les psychologues ou les psychiatres, d'en déduire quelles sont les pathologies mentales de ces individus ou éventuellement quels sont leurs traits saillants de personnalité? Oui, non? Alors, pour savoir ça, eh bien, Chapman et sa femme ont mené une expérience toute simple qui était de demander à des psychologues cliniciens donc, qui ont l'habitude de rencontrer des patients avec des pathologies mentales lourdes de déterminer quelles sont les caractéristiques des dessins d'une personne, par exemple, qui a des problèmes de masculinité, ou les caractéristiques d'un dessin d'une personne qui est soupçonneuse, qui se méfie d'autrui, à tendance paranoïaque. Les caractéristiques anatomiques d'un dessin de quelqu'un qui a des problèmes en lien avec son intelligence, etc., etc. Et cette expérience, en fait, ils l'ont menée auprès d'experts et on peut aussi le faire auprès de profanes, donc de personnes qui n'ont absolument aucune connaissance en psychologie. Et les résultats ont montré que profanes et experts eh bien, ont tendance à émettre les mêmes associations. C'est-à-dire que si la zone sexuelle est dessinée ou est proéminente dans le dessin, eh bien, cette personne présente par ailleurs des troubles de la sexualité. Si sur le dessin, une personne a tendance à insister sur les yeux, par exemple, eh bien, c'est par ailleurs quelqu'un qui se préoccupe ou a des problèmes de vision ou qui est soupçonneux et se méfie d'autrui. Ces associations-là, experts et profanes, sont arrivés aux mêmes conclusions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, profanes, on est capable d'émettre un diagnostic psychologique sur n'importe qui, ou c'est que les experts tombent dans le piège des mêmes associations qu'on a, nous, hommes de la vie quotidienne? Eh bien, dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on fait l'expérience d'un point de vue rigoureux, les associations prédites par les psychologues ne sont pas celles que l'on retrouve lorsqu'on traite les données, c'est-à-dire quand on regarde les dessins et qu'on a les dossiers médicaux à côté. Donc ces associations-là sont fausses. C'est ce qu'on appelle le piège de la corrélation illusoire, c'est-à-dire que on a tendance à surestimer les liens qui existent entre des caractéristiques qui ont tendance à s'exprimer en même temps, dans le temps. Mais plus grave encore, on a aussi tendance à voir des rapports de cause à effet entre ces événements concomitants. Et cette illusion de contingence, du coup, donc cette confusion entre simplement corrélation et causalité, dans la vie de tous les jours, eh bien, elle entraîne un certain nombre de fausses croyances, et notamment toutes les superstitions. Croiser un chat noir porte malheur, briser un miroir, c'est 7 ans de malheur en amour. Ce sont des raisonnements qui sont basés sur une illusion de contingence. Dans le domaine médical, ces illusions de contingence, elles ont un impact réel sur la santé des individus. Ici, l'expérience de Tversky et son collaborateur s'est intéressée aux personnes âgées, souvent qui souffrent d'arthrite. Et dans la croyance populaire, il est admis que les jours de pluie, on a tendance à plus ressentir nos rhumatismes que les jours de beau temps. Du coup, c'est vrai ou pas ?
Donc, dans cette expérience, les auteurs ont isolé un groupe de personnes souffrant d'arthrite, c'est-à-dire que ces personnes n'avaient pas accès à la météo pendant plusieurs jours durant l'expérience. Et ce que les auteurs ont cherché à avoir, c'est s'il y avait effectivement une corrélation entre les jours de pluie et la douleur rhumatoïde rapportée par les participants. Eh bien, le résultat est sans équivoque puisque la corrélation est de 0,5. Donc, il n'y a absolument aucun lien entre le temps et les rhumatismes. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire que quand on souffre de rhumatisme, on n'est pas obligé de descendre vivre sur la Côte d'Azur et on peut rester vivre dans les montagnes. La météo, et notamment la pluie et la neige, n'a aucune influence sur nos symptômes. Sauf que, comme les personnes le croient, eh bien souvent, elles ont tendance à ressentir plus la douleur ces jours-là. Donc ici, l'illusion de contingence a un effet direct sur la santé. Et dans de nombreux métiers, ces corrélations confondues avec des causalités ont des impacts. Si vous allez... je viens d'avoir une petite fille et j'ai un certain nombre de sages-femmes que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui m'ont expliqué bien gentiment que les nuits de pleine lune, les accouchements sont plus difficiles et souvent plus nombreux. Sauf que, d'un point de vue scientifique, lorsqu'on répertorie les naissances et qu'on les met en corrélation avec les cycles lunaires, comme ici dans l'expérience de Harlis, sur plus de 564 000 naissances, eh bien, vous voyez, c'est l'électrocardiogramme plat, puisqu'il n'y a pas plus de naissances les nuits de pleine lune que les autres nuits. Et ceci, que ce soit des naissances naturelles ou des naissances provoquées. Donc là encore, les sages-femmes sont de bonne foi, mais elles sont victimes d'une illusion de contingence. C'est sur ces erreurs de raisonnement que du coup, un certain nombre de médecines alternatives perdurent et fleurissent, mais elles ont quand même des conséquences comportementales importantes, puisque il est régulièrement montré dans la littérature que les gens qui ont tendance à adhérer aux médecines alternatives sont par ailleurs moins susceptibles de vacciner leurs enfants, sont par ailleurs moins susceptibles d'utiliser des traitements avérés efficaces. Donc sur la santé, c'est un impact qui n'est pas négligeable. Et puis là aussi, dans les raisonnements fallacieux qui associent corrélation et causalité, toutes les théories du complot ont, elles aussi, un impact sur nos comportements. Donc, par exemple, les gens qui adhèrent à ces théories du complot sont plus susceptibles d'exprimer des attitudes racistes et à montrer une violence politique, et aussi, par ailleurs, d'avoir une pratique pauvre en santé. Donc, ces arguments fallacieux qui entraînent parfois des biais ou une argumentation tout à fait noble, mais qui entraîne de notre part un traitement erroné, eh bien, ont un impact sur nos comportements. Alors pourquoi ? Il est montré là jusqu'à présent que ça a un réel impact. Pourquoi ? Eh bien parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces biais reposent sur des mécanismes psychologiques qui ont leurs propres règles de fonctionnement et qui, dans certains cas, nous font tomber dans des pièges. Alors, il en existe de nombreux processus psychologiques. J'en ai pris quelques-uns que je vais utiliser pour expliquer les effets qu'on a vus ensemble. Je vais vous afficher une image. Soyez bien attentifs et dites-moi ce que vous voyez. Qui a vu un canard en premier ? Vous avez été sans doute victime d'un effet d'amorçage. L'effet d'amorçage, c'est que tout à l'heure, j'ai présenté un faux dilemme dans lequel je vous parlais d'un canard qui vous suivait dans votre vie quotidienne. Et en faisant cela, en fait, je vous ai présenté préalablement à cette situation-là, je vous ai soumis en fait à un stimulus qu'on appelle une amorce, qui a probablement influencé votre traitement de cet autre stimulus qui n'a rien à voir avec le choix de tout à l'heure, mais qui a orienté, prédisposé votre système de traitement ici perceptif dans le sens du canard,
et peut-être avoir dans un second temps, si vous avez examiné un peu plus en profondeur l'image, le lapin. Alors on me dit que c'est le sens de l'image qui a contraint votre identification du stimulus. Les oreilles du lapin viennent aussi en première et c'est souvent le signe distinctif. Mais pourquoi pas? Donc dans ce cas-là, non seulement il y a eu un amorçage, mais en plus on est dans un effet de cadre puisque l'orientation de l'image vous a influencé. Dans tous les cas, je m'en sors. Alors, pourquoi cet amorçage? Pourquoi l'efficacité de ces biais? Parce que de manière générale, et ce sera ma conclusion au niveau du traitement de l'information, c'est que dans la plupart des situations, on utilise ce qu'on appelle un traitement heuristique, c'est-à-dire un traitement, celui de gauche, qui est très rapide, qui se base sur des raccourcis de raisonnement parce qu'on a une expérience de vie et qui a l'avantage d'être rapide et souvent suffisamment efficace, suffisamment satisfaisant. Qu'on a tendance, du coup, à opposer une deuxième voie de traitement de l'information qui est le traitement systématique, qui est le traitement du scientifique, en fait, qui va rechercher l'exactitude et donc appliquer les règles de logique, chercher la rationalité, prendre en compte toutes les informations disponibles et, du coup, présenter le désavantage d'être plus lent, plus coûteux, en temps, en énergie, en motivation, en intérêt, en compétences aussi peut-être, mais qui garantit à la suite de la délibération un meilleur résultat, c'est-à-dire une décision plus rationnelle. Mais ce traitement heuristique-là, qui est notre traitement par défaut, quand je marche dans la rue et qu'on me demande de l'argent, je réponds non, c'est parce que je suis en traitement heuristique. Je n'y réfléchis pas systématiquement à est-ce que oui ou non je veux donner de l'argent à cette personne. Eh bien, ce traitement par défaut, un exemple de son utilisation, c'est lorsque, dans la vie de tous les jours, on se forme des impressions sur des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre pour la première fois, et qui, du coup, correspondent à des espèces de portraits robots qu'on a dans la tête. Donc si, par exemple, je vous dis, décrivez-moi ce qu'est pour vous un artiste, il y a de fortes chances que vous me parliez plutôt de cet Italien bellâtre à la Dali, et que probablement vous n'ayez pas pensé à Mr Bean, qui lui aussi est un artiste, mais qui correspond beaucoup moins au portrait robot qu'on a de l'artiste. C'est ce qu'on appelle des théories implicites de la personnalité et qui expliquent que experts, psychologues ou profanes font les mêmes associations entre traits de personnalité et caractéristiques physiques, par exemple, ou entre caractéristiques anatomiques d'un dessin et traits de personnalité. C'est parce qu'on a des portraits robots et du coup, on sait très bien dans notre tête à quoi ressemble globalement, physiquement, un chercheur scientifique. On est à la Cité des Sciences, donc probablement que le chercheur, c'est quelqu'un qui joue avec des éprouvettes dans un labo et qui a une blouse blanche. Et je suis certaine que personne d'entre vous n'a pensé à moi. Ah bah bravo, bravo. Eh bien, c'est le même principe que ce qui se passe dans le cadre du test du bonhomme. On utilise des heuristiques, c'est-à-dire des portraits robots, des images, des stéréotypes qu'on a dans la tête et qu'on applique parce que la plupart du temps, eh bien, ça marche. La plupart du temps, c'est efficace. Pour conclure, du coup, et revenir sur finalement pourquoi d'une attitude A, on peut potentiellement passer à une attitude B, eh bien, par ce type de traitement de l'information qui va du coup être modulé, qui va aussi être influencé par tout un tas de facteurs. Donc lorsque je lis un message, eh bien, il y a une source de message, donc l'argument d'autorité, est-ce que c'est un expert ou non, qui peut m'influencer. Il y a les caractéristiques même du message. C'est-à-dire, est-ce que ces arguments sont forts, sont faibles, réfutables, irréfutables, comment ils sont développés. Mais vous avez aussi les caractéristiques du récepteur, qu'on a souvent tendance à négliger.
C'est-à-dire que même si je vais rentrer dans une analyse critique et rigoureuse de la situation, eh bien, si je ne suis pas motivée, si je ne suis pas impliquée par le sujet, eh bien, je vais peut-être me laisser influencer par tous ces facteurs contextuels. On l'a vu, hein, les émotions modifient aussi notre type de traitement. Nos capacités, nous n'avons pas les mêmes capacités. Parfois, on est fatigué, certains ont plus de mémoire que d'autres, etc. Donc, ces capacités cognitives de pensée qu'on a prédisposent là aussi à un changement ou non d'attitude. Et enfin, le contexte joue énormément. On a souvent tendance à négliger l'impact du contexte, mais on n'est pas toujours responsable de ce qui arrive. Est-ce qu'il y a eu une amorce dans la situation? Est-ce que la manière dont on me présente les informations ne peuvent pas expliquer mon type de traitement et éventuellement le fait que ce traitement ait finalement échoué à me faire parvenir à l'exactitude ou à la vérité s'il en est une. Je vous propose donc maintenant de tester avec ces nouvelles connaissances vos capacités de détection des arguments fallacieux. Merci. Alors, on a quelques minutes pour un petit temps d'échange qu'on pourra éventuellement reprendre après le concours de mauvaise foi. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonjour. Oui, je voulais juste savoir ce que vous pourriez penser des mensonges, ce qu'on appelle des mensonges prosociaux au niveau de la société. C'est-à-dire savoir si vous trouvez ça bien qu'en fait, on puisse devoir mentir en fait, pour ne pas vexer quelqu'un, par exemple, dans une soirée. Alors, ce que je pense n'a aucune importance. Par contre, ce que ces biais sociaux et normatifs illustrent, c'est un besoin qu'on a tous, en fait, d'appartenir à des groupes. Un individu seul n'existe pas, en fait, il ne survit pas. Il a besoin d'appartenir à un groupe, d'avoir ce qu'on appelle une identité sociale, ce qui l'amène du coup à mettre en œuvre tout un ensemble de stratégies et dont fait partie du coup le mensonge, mais aussi la politesse, la modestie, etc. Qui l'amène du coup à s'auto-présenter d'une certaine façon, qui lui permet aussi de contrôler l'image qu'il renvoie aux autres, mais aussi de contrôler son environnement, c'est-à-dire de se rassurer sur ce qui peut lui arriver, s'il appartient à ce groupe-là, il aura tel bénéfice, tel avantage. Or, s'il est rejeté, du coup, il aura des inconvénients qui ne lui plaisent pas à subir. Donc, oui, je déplore quelque part le fait qu'on soit réduit à ça, entre guillemets. Néanmoins, cela s'explique. Peut-être que ça ne s'excuse pas, mais en tout cas, cela s'explique par notre besoin d'appartenance sociale. Bonsoir et merci beaucoup pour l'intervention. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs types d'argumentation qu'on raisonnait de différentes manières. Du coup, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des moyens de penser différemment? C'est-à-dire, par exemple, le faux dilemme, on a quand même vu comment faire, mais pour les autres, c'est-à-dire le portrait robot, est-ce que vous avez quelques petits tips à nous donner pour qu'on puisse penser différemment? Désolée pour ma voix dans le micro. Alors, dans le cadre de la formation d'impression, la première précaution à prendre, c'est de suspendre son jugement. C'est-à-dire de se poser la question à partir de quand j'ai suffisamment d'éléments pour que l'impression que j'ai sur cette personne ou l'opinion que j'ai soit bonne. Et puis après, d'un point de vue plus moral, est-ce que finalement c'est permis et justifié d'avoir une opinion sur quelqu'un simplement parce qu'on l'a croisé dans le couloir ou parce qu'on a eu une info la concernant. Voilà. Donc, pour la formation d'impression, c'est vraiment se méfier de ces schémas qu'on a
les remettre en question, les remettre en cause et s'atteler à prendre des informations issues de cette personne et pas de ce qu'on croit être issu de cette personne. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Merci. Mais j'ai deux questions. La première, c'est comment se fait-il que 49,99 €, c'est nettement moins cher que 50,01 €. D'accord ? Bon, ça, c'est un biais. Un autre aspect de ce biais, c'est le rapport qualité et prix. Tous les vendeurs sur le marché savent que des tomates à 1,80 € sont meilleures que celles qui sont à 1,20 €. Il y a un problème entre le rapport qu'établit le client entre la qualité et le prix. C'est une question ouverte. Donc là, vous venez d'illustrer une confusion corrélation-causalité. C'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est meilleur. Il y a plein d'études, par exemple, sur le vin qui sont super intéressantes et qui montrent ça. On fait déguster des vins très chers, sous-entendu de bonne qualité, versus des vins plus discount, à souvent des experts en vin, et on leur demande d'estimer le prix, ou l'inverse, on leur donne le prix des vins et on leur demande d'estimer la qualité de ce qu'ils boivent. Et souvent, eh bien, ils rapportent de manière conforme aux corrélations que les vins les plus chers, s'ils savent qu'ils sont les plus chers, ce sont les meilleurs, et inversement. Sauf que lorsque la dégustation se passe en double aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils dégustent et l'expérimentateur ne le sait pas non plus pour éviter tout biais d'influence, eh bien, on ne se retrouve pas du tout avec les mêmes résultats. C'est même souvent surprenant. C'est parfois des vins de qualité, enfin de prix inférieur qui remportent le plus l'adhésion des goûteurs. Et puis l'effet 49,99, c'est un effet classique en marketing. Alors le processus qui existe sous-jacent, je préfère me taire pour pas dire de bêtises, mais il fait partie de ces effets d'ancrage, c'est-à-dire qu'on a un prix de référence 49 et pas 50, voilà, qui fait qu'on a effectivement tendance à considérer que c'est moins cher, alors qu'effectivement, à 1 centime près, on se fait avoir, exactement. C'est du conditionnement, c'est issu. C'est là aussi notre façon de fonctionner. Notre cerveau, il réagit très vite, et c'est très bien d'ailleurs qu'on puisse réagir vite pour prendre des décisions. Mais voilà, dans certains cas, eh bien, il faut lutter contre cette rapidité de décision et se dire attention, là je vais prendre mon temps et réfléchir. Attention, on n'achète pas un prix, on achète quelque chose dont on a besoin. Ouais. Merci infiniment Virginie. Merci à vous.